Bonjour, aujourd'hui nous recevons Éric Nicolini. Bonjour. Soyez le bienvenu Merci. à la Glorieuse. Merci bien. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des arbres et de la ville. Et de la ville, oui, d'accord, ok. Un peu de la ville. On va parler aussi de la forêt guyanaise, mais on va parler des arbres et de la ville. Bien volontiers. Je vous rappelle que la Glorieuse est un journal, et le journal de la métropole de Montpellier, donc de la ville de Montpellier. Alors donc on fait un peu... Vous savez, Maxime Le Forestier, il chantait dans les années 70 comme un arbre dans la ville. C'était prémonitoire peut-être. Et oui, je sais pas. Voilà, donc vous êtes spécialiste des arbres, vous avez planté des arbres depuis l'âge de 10 ans, vous m'avez dit. Oui, oui, je suis un planteur d'arbres, j'adore ça, c'est un atavisme qui est ancré en moi depuis tout petit. Parce qu'aujourd'hui, c'est la grande mode de planter des arbres. La dernière nouvelle, c'est que Libération, pour un abonnement, il offre un arbre planté. D'accord, oui. Vous êtes au courant? Non, 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 pas du tout. Mais il y a plein de services, même quand on achète un billet de bateau, on peut donner 1 euro et un arbre sera planté. Vous y croyez ça ou c'est du marketing Je sais pas. De promesses uniquement? Je ne sais pas. Je me rappelle aussi que quand il y avait une naissance, quand les enfants sont nés, Ah oui, il y avait un arbre planté. exactement. Alors j'espère qu'il est Moi encore aussi, vivant. à ma naissance, on a planté un arbre. Voilà. Voilà. Donc vous êtes fait de la recherche, développement des arbres et architecture végétale. Tout à fait. C'est une discipline qui a été inventée par un célèbre Montpelliérain, Francis Allais, Absolument. donc botaniste, et dont vous vous occupez du système racinaire et de l'architecture des arbres. Vous vous occupez de tout l'ensemble. Voilà, je m'intéresse de... En fait, récemment, j'ai étendu mes recherches au système racinaire, ce que je n'avais pas fait durant de longues années, et puis maintenant j'essaie de rattraper le retard que j'ai accumulé. Donc comme votre nom l'indique, vous êtes corse. Oui, Enfin, ça l'indique pas trop, vous auriez pu être italien aussi. tout à fait. Il y a énormément de Nicolini en Italie. C'est un nom très commun. Donc vous avez fait vos universités en Corse. Oui, On fait de la botanique en Corse. oui. Et je me rappelle que j'avais un professeur d'ailleurs qui était Monsieur Paradis, qui était montpelliérain. D'accord. Voilà. C'est un joli nom. Oui. Voilà, donc 57 ans, 57 ans. 3 enfants. Exactement. Donc vous êtes habilité à diriger des recherches au Oui. CIRAD. Au CIRAD, oui. Et au sein de l'UMR AMAP, qui est D'accord. une... Donc Montpellier a donné naissance à des générations de botanistes Oui, et arboristes, oui, très réputés en France. exactement. Oui. Donc vous avez fait une thèse sur le hêtre. Oui. Vous avez habité sous les tropiques, au Sénégal et en Guyane pendant 15 ans. Oui. Donc vous êtes un bourlingueur, quoi. Oui, 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 façon de, oui, de force, je suis un bourlingueur, oui, parce que je suis plutôt, oui, Donc en vous tout êtes- cas, quand j'arrive dans un endroit, j'aime y rester un certain temps et ne pas accumuler trop rapidement différentes stations. Vous aimez la pêche à la mouche, la montagne, Oui, la j'adore. musique, le jazz, et des musées avec des statues. Oui, dans l'art, j'aime beaucoup la statuaire, ouais, j'aime beaucoup. Et les vieilles pierres, en fait, les monuments, les bâtisses. Qualité, vous dites ne pas en avoir, mais vous aimez les plantes, vous êtes devenu patient, vous prenez la vie du bon côté, vous êtes Oui. plutôt optimiste. Voilà, je suis plutôt optimiste. Voilà, ça, je pense, je sais pas, c'est peut-être un défaut. Les défauts, vous m'avez dit multiples. Ouais, multiples et variés, donc trop longue liste. Donc On on en parle vous pas. épargnerait ça. Voilà, donc je vais vous parler du numéro 944 de la Glorieuse. Donc numéro qui est par ici, qui est par là, qui est caché, je ne sais pas où il est. Ah, Non, c'est c'est celui, pas grave. oui. Oui. Donc ACM Serme vers un mariage forcé, de la fosse désarme la Serme, remercie Christophe Pérez et change le tempo de l'aménagement urbain à Montpellier. Est-ce qu'il faut changer l'aménagement urbain à Montpellier? Ouais, une ville, c'est toujours en évolution. C'est compliqué, hein. Moi, je pense que c'est une véritable gageure que d'organiser un habitat aussi étroit, aussi serré. Je pense vraiment du centre Montpellier et une ville
c'est l'héritage ici donc de centaines d'années. Et j'imagine que gérer cet habitat ancien est assez compliqué, ne serait-ce que pour les réseaux qui sont dessous, tout ce qui est voirie, électricité, ce doit être un véritable casse-tête. Enfin, je ne parle pas du centre, je parle du développement de Montpellier. Alors le développement de Montpellier, oui, il s'étale de plus en plus, parce qu'il y a énormément de gens qui arrivent. Changer de développement urbain, je ne saurais pas... Vous n'avez pas d'idée là-dessus? Non, j'ai pas trop d'idée. Bon, ensuite on revient donc dans la glorieuse sur le match Montpellier-Toulouse, et on revient aussi sur le Rassemblement national, l'année de tous les dangers, la chute. Donc Éric Nicolini, question. L'idée de planter 29 arbres sur la comédie dans des bacs, est-ce que c'est bien un marqueur écolo à votre avis? On a fait ça a été fait il y a 8 mois, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je ne sais pas, oui, il me semble avoir vu, mais précisément où ils sont, parce que je suis passé dernièrement sur l'esplanade, que j'ai trouvé magnifique, très bien arborée. Je ne l'avais pas vu depuis un moment, vu que j'étais plutôt à la campagne ici, et pendant 15 ans en Guyane. Et je l'ai trouvée plus belle que je ne l'avais laissée. L'esplanade arborée. Hein, D'accord. Sinon, l'esplanade des Trois Grâces, bon, c'est très minéralisé. Très minéral. C'est ici qu'ils ont mis des bacs avec des arbres. D'accord. Alors, il me semble que je les ai vus, mais c'est des tout petits arbres, des petits troènes, dans des bacs, oui, carrés. Je ne sais pas si c'est des troènes. Oui, il me semble les avoir vus, mais est-ce que c'est ça? Je ne dirais pas que c'est des troènes. D'accord. Donc, j'ai vu très loin. Parce que je me suis plutôt promené sous la voûte arborée. D'accord. Non, écolo, je ne pense pas que ça a été planté avec cette idée-là. Oui, je ne pense pas. Donc, ça y contribue en tout cas, non? Donc il y a beaucoup d'histoires d'arbres en ce moment. Oui. Vous êtes au courant, il y a un promoteur à la Vérune qui a coupé des arbres centenaires, ça a fait un tollé. Ensuite, il y a, depuis 4 mois, là, on parle d'un chêne à Castelnau que les promoteurs veulent couper, parce que vous savez, là où il y a un chêne, il n'y a pas de plaisir. Ah bon? Ah, je connais pas. Ah oui, il y a de la gêne, oui, joli. Mais je sais pas. Vous êtes au courant un peu de tous ces problèmes avec les arbres? Non, en fait, mais moi je me rappelle. Vous vivez sur la... Moi je vivais à l'ère guyanaise pendant 15 ans. Vous viviez sur la canopée là. Vous êtes... Oui, moi j'étais entouré d'arbres, tous. Donc je suis très peu au fait actuellement de ce qui se passe à Montpellier. En fait, j'arrive, je descends de. Vous tombez de l'avion là, oui, je descends de mon arbre. C'est toujours le problème de ces grands arbres. Alors, il faudrait voir le contexte. Je me rappelle que dans un parc à Lyon, je ne suis plus sûr de la ville en fait, qui était arboré, où on a fait des travaux sans prêter attention au système racinaire, des arbres avaient tué une personne parce qu'ils étaient dangereux. Et c'est toujours le problème actuellement il était tombé? Je ne sais pas s'il était tombé, en tout cas des branches. Ah oui. Voilà, c'est le problème des grands arbres en ville, quand vous regardez des grands platanes, là, simplement près de l'avenue Albert Ier, je me demande, le jour où il y a un morceau qui tombe, c'est terrible. Et en tout cas, la ville doit se doter d'experts pour évaluer le risque de ces grands arbres, et surtout prêter beaucoup d'attention aux soins aux arbres. C'est quelque chose d'indispensable si un jour on veut laisser des arbres. Est-ce que vous comprenez la mobilisation d'associations comme celle qui défend le fameux chêne de Castelnau? Oui, je comprends, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le changement climatique, nous aurons des villes qui vont devenir de plus en plus chaudes. Et c'est vrai que quand vous avez un arbre, la vie est changée, quoi. La vie est changée, le confort des habitants est changé. Il y a même, si vous regardez la littérature, aux États-Unis, il y a des articles qui plaident pour la diminution de la délinquance quand l'espace urbain est arboré. D'accord.
Voilà, donc moi je milite parce que pour le bien-être, parce que les arbres c'est la vie. Donc Il faut défendre essayer, les arbres. il faut défendre les arbres et il faut s'entourer de gens experts pour les diagnostiquer parce que dès lors qu'un arbre est dangereux, peut-être qu'il faut penser à le changer, même s'il est vieux, et en replanter de manière correcte. Et jusqu'où faut aller? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller jusqu'à faire des procédures contre les gens, collectivités ou particuliers qui abattent des vieux arbres? Question. Hein. Ça dépend, mais il faut bien connaître le contexte. Je pense que maintenir, par exemple... On fait des procédures contre les gens qui maltraitent les animaux. Voilà. Les arbres, peut-être qu'on va y arriver. En tout cas, les arbres sont nos amis, mais c'est toujours pareil. Je pense qu'un arbre qui est dangereux dans une ville, soit il faut en tout cas traiter le problème. Voilà, c'est le contexte. C'est vrai que si un arbre... le contexte avant tout, avec des experts pour dire donc est-ce que c'est un arbre sénescent, est-ce que c'est un arbre qui est en pleine santé, est-ce que c'est un arbre dangereux. Voilà, il faut savoir qu'un arbre, souvent ça a mis 60 ans et qu'un coup de scie c'est tellement vite donné qu'il faudra 60 ans pour retrouver cet arbre dans la ville, dans un futur où nous en aurons besoin. D'accord. Voilà. Et on a l'impression que les riverains ont peu de poids face au rouleau compresseur de la promotion immobilière. Ah oui, c'est sûr que la promotion immobilière est puissante, hein, et puissante, et surtout que les gens, je pense que la plupart des gens ne sont pas au fait du fonctionnement de leur ville et manquent souvent d'arguments pour défendre leur espace. Et moi, je serais le premier. Je ne sais pas si je ne saurais pas trouver les moyens de défendre un arbre qui me paraît être important. Voilà. C'est compliqué. Quelle est la situation du domaine sylvestre en France? Il n'y a jamais eu autant de forêts depuis très longtemps. C'est ce qu'on dit. Oui, la forêt s'étend partout. Les gens, la plupart, il y a eu un exode rural. Les gens quittent la campagne, encore que là, on sent bien qu'il y a une diminution de cette dynamique, parce qu'il y a des gens qui retournent à la campagne, mais du coup, beaucoup d'espace n'est plus cultivé. Avant, tous les espaces étaient cultivés, et on voit que la forêt progresse partout. Et moi, en Corse, je vois que la forêt a progressé partout, y compris sur les terrasses qui étaient cultivées depuis des lustres, en blé jusqu'au sommet des montagnes. Maintenant, c'est du maquis. Et on a reculé face à l'avancée de la forêt, bien ou mal, j'en sais rien. En tout cas, un jour, si on a besoin de retrouver ces espaces pour cultiver, il faudra se faire une place au milieu de la forêt. Est-ce qu'on peut gagner sur cette forêt justement qui s'est développée sur les terrasses, sur des endroits qui étaient autrefois cultivés? Est-ce qu'on peut regagner? Oui, on peut regagner, oui, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les arbres sont les garants de la qualité des sols. C'est-à-dire quand on cultive, forcément, même si on y prête beaucoup attention, on dégrade un sol, tandis que la forêt va l'aérer, va l'améliorer, apporter de la matière organique, énormément d'entomophones. Les forêts sont le garant de la restauration d'un sol cultivé. Et au bout de combien de temps on peut recultiver, par exemple, un truc qui a été laissé en jachère et sur lequel il y a des arbres qui se sont développés? Il faut couper les arbres. Le temps de la défriche, ça peut aller très vite, et on a un très bon sol qu'on va commencer à nouveau à redégrader si on utilise encore des gros engins. En revanche, si on peut faire aussi de l'agroforesterie, qui est le terme, voilà. Alors en France, il existe 130 essences d'arbres. Oui, je pense, pour 1500 en Guyane. D'accord. Voilà. Alors on parle du chêne, du hêtre, du pin, du châtaignier, on parle de ça, c'est les plus importants. Oui. Les enfants sont souvent incapables de reconnaître ces espèces. Est-ce que devrait-on plus inclure la connaissance des arbres dans l'éducation? Oui, absolument. Et j'ai actuellement un collègue et ami à Beaulieu qui milite et qui participe à une association qui sensibilise
les jeunes aux semis d'arbres, simplement, d'arbres fruitiers comme d'arbres forestiers, où ils les font germer, et ils vont les planter dans les carrières, dans les endroits qui permettent ça. Donc voilà, oui, oui. Et ça devrait être fait un peu partout. Est-ce qu'il faut vivre à la campagne ou pour bien respirer? Ou est-ce que vous trouvez qu'on respire bien à Montpellier, par exemple? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, je peux vous dire qu'en Guyane, où nous étions face à l'Atlantique, on ne respirait pas bien. Parce qu'on a énormément actuellement de vent du désert qui transporte énormément De quel de désert? silice, désert du Sahara, Du qui Sahara, traverse d'accord. l'Atlantique. Et finalement, l'air que je croyais parfait en Guyane est de qualité médiocre, mais D'accord. naturellement. Ce sont les... Mais c'est vrai qu'on n'a pas de gaz échappement. Donc voilà, on peut être surpris par la qualité de l'air et l'origine de cette qualité. Et vous êtes satisfait de l'action des élus écologistes pour défendre l'environnement? J'ai du mal à voir, à situer cette politique écologique. Le problème est rudement compliqué. Parce que bon, on a créé des tonnes de pistes cyclables à Montpellier. Oui, oui, oui. Par exemple, ça a votre regard là-dessus? Ben oui, elles sont compliquées à utiliser. Hein. Elles sont compliquées à utiliser. Et un jour, moi, j'ai quitté une voie et je me suis fait engueuler par un automobiliste, mais parce que elles sont compliquées. Alors, il y a des endroits où c'est parfait, mais c'est très hétérogène. Surtout quand on traverse les villages environnants. Dans Montpellier, non, dans Montpellier même. Alors, c'est compliqué de suivre. Il faut vraiment, au début, oui, ouvrir Internet et savoir comment c'est organisé, parce que c'est hétérogène. Vous passez par Internet pour voir comment ça fonctionne. Ben, non, j'ai pas pour l'instant. Non, je prends mon vélo depuis peu. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. C'est encore trop compliqué. Oui, c'est encore trop compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à obliger les gens à rouler à vélo alors que de notre côté on promouvoit le tourisme spatial? Ben oui. Non, mais oui, ben oui, voilà. Hein. Non, mais ça va être compliqué. Hein. L'avenir va être compliqué. Ouais. Clairement, ah oui, parce que... La fragilité des écosystèmes met le monde en danger. Oui, je pense que le monde est en danger. Quoi, hein. Vous l'avez vu comment ça Mais moi déjà, dans vos études? Dans mes études, simplement, donc j'avais des relevés de température en Guyane, là, sur les 30 dernières années. Et tous les jours, hein, vous voyez, donc vous avez un nuage de points. Et en fait, le nuage de points, il est très large, mais il est en pente ascendante. Il est en pente douce, comme les... Il était en pente douce, oui, et comme nous allons en pente douce vers le changement climatique, peut-être que la pente va s'accélérer, j'en sais rien. Mais oui, il faut... C'est maintenant, quoi. Là, il faut que tout le monde se mobilise. Hein, voilà. Si vous aviez un souhait à formuler, ce serait quoi? Trouver l'énergie verte. Notre future énergie verte. Le greenwashing? Ou le green energy? Ah, ça va être compliqué, là. Ouais, c'est vrai que... Parce qu'on fait beaucoup de greenwashing aussi. Aujourd'hui, quand on crée une résidence, quand il y a un promoteur, il marque écologe, éco aussi, éco. Aujourd'hui, c'est du marketing, l'écologie, on a l'impression. C'est vrai qu'il y a énormément de progrès qui ont été faits sur les isolations de maisons, hein, et c'est clair. Par rapport à ce qu'on faisait avant, c'est le jour et la nuit. Mais on est de plus en plus, c'est vrai, avec tous ces objets connectés, quand on sait que la machine Internet, je pense que son coût carbone, c'est autant que le réseau, les vols, tout l'aérien. Voilà, c'est quand même tout ça. Et pourtant, Internet est un fantastique outil. Mais même ça joue en défaveur en faveur du changement climatique. Voilà, donc c'est oui. Les choix sont compliqués. Pourquoi les arbres sont si importants dans cette organisation future, dans cette transition écologique? Alors, les arbres sont importants. Ce ne sont pas eux qui vont changer le climat. Le climat va changer dans notre capacité à changer d'énergie
et à ne pas utiliser l'énergie fossile. En revanche, les arbres, dans ce changement qui va faire appel à la terre, parce que bon, on peut produire de l'énergie maintenant avec des végétaux, avec plein de choses, aussi avec des bactéries, les arbres vont nous permettre de moins faire appel. Déjà, je vous le disais, ce sont les garants des sols, ce sont aussi les protecteurs. Au Brésil, il y a des sécheresses parce qu'ils ont bien attaqué la Mata Atlantica, qui était une véritable pompe à eau et qui générait les pluies sur le Brésil. En coupant ce lien entre la mer et le Brésil, c'est-à-dire ce lien forestier, eh bien on pourrait dire, ils ont désamorcé la machine le processus à faire les pluies. D'accord. Et en fait, les arbres sèches. Alors les arbres, une forêt dépense de l'eau, mais c'est aussi un fantastique capteur d'eau. Et je me rappelle une fois, j'étais à l'Égual, il ne pleuvait pas, il n'y avait que du brouillard, où c'était dans l'Est. Il n'y avait pas de pluie, et je voyais les troncs des hêtres ruisseler d'eau, alors qu'il y avait juste un brouillard. C'est-à-dire que même les brouillards peuvent donner beaucoup d'eau s'il y a des arbres. Et les arbres sont des capteurs, finalement. D'accord. Est-ce qu'on plante assez d'arbres? Non, on ne plante pas assez d'arbres. Non, on ne plante pas assez d'arbres. Alors ça dépend où. Je veux dire, en France, où ils poussent naturellement, est-ce qu'on a vraiment besoin de planter des arbres? Ça dépend de ce qu'on veut comme arbre, comme type de bois. Je pense par exemple en Guyane, on pourrait planter plus d'arbres, peut-être que ça permettrait de s'affranchir partiellement d'exploitation de la forêt naturelle qui est plutôt bien faite par ailleurs, mais qui génère actuellement, tout le monde se l'accorde pour le dire, un coût environnemental trop important et un coût financier parce qu'on va chercher très peu d'espèces et très peu d'arbres parce qu'on veut quand même assez la protéger, et finalement ça coûte de plus en plus cher. Et pour que ça marche, il faut que ça coûte pas trop cher et qu'il n'y ait pas trop de coûts environnementaux. Voilà. Vous êtes spécialiste des racines. Alors ici, il y a beaucoup les feux de forêt. Comment? Alors, maintenant, je me mets aux racines. Vous mettez Justement, aux racines. je connais plutôt le développement de l'arbre dans son aspect aérien, et je me mets aux racines parce que ça m'intéresse terriblement et que j'en ai besoin. Moi, je suis passionné par les racines et des arbres, hein, oui. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose. Bon, on a laissé se développer là, les pins là, dans la région. C'est terrible pour les feux de forêt. Oui. Et surtout, au niveau racinaire, c'est très en surface. Donc, par rapport aux chênes ou à tous ces arbres qui sont dans notre système racinaire. Est-ce qu'il ne faut pas privilégier tel type de plantation aujourd'hui, par exemple dans les garrigues autour de Montpellier et dans l'Hérault? Déjà, il faut voir, c'est que ce qui s'installe ici surtout, c'est le pin d'Alep. Il s'installe très bien, il est aussi chez lui quand même. Hein. C'est que le climat change et qu'il est mieux affûté. Il vaut mieux avoir lui que rien. C'est vrai que des pinèdes, ceci dit, quand vous avez une chaînée de chênes verts, quand vous voyez le feu qui passe, le chêne vert, il explose littéralement hein, sous le feu, hein, comme un pin. Parce qu'ils sont pleins d'huiles essentielles malgré tout. C'est très propice. Donc chêne vert ou pin, entre les deux, mon cœur balance. C'est vrai que moi, j'ai tendance à préférer les feuillus. Mais voilà, il faudra trouver, oui, il faudra dans les... de toute façon, il faudra avec le changement climatique apprendre à gérer les forêts, et c'est ce qu'on fait partout en France depuis de longues années, où on privilégie certaines espèces plutôt que d'autres en fonction de la demande. Et il faudra effectivement peut-être... sur le côté racinaire, les pins ne font pas moins que les chênes. Et en termes de... Parce que dès qu'il y a un petit un coup de vent un peu important, les pins tombent. Oh, mais oui. Les chênes, ils restent debout. Faire tomber un pin d'Alep, il faut y aller quand même. Hein. Ah ben il y en a plein qui tombent. Il y en a plein qui sont tombés. Et bien actuellement, je vois aussi beaucoup de chênes verts qui meurent. Oui, il y a des chênes verts qui meurent. Et c'est-à-dire que là, actuellement,
les coups de sec sont particulièrement sévères. Mhm. Et là, les plus anciens arbres, quels qu'ils soient, là, les arbres les plus âgés, qui sont les moins à même de se reformer, voyez-vous, eh ben, meurent. Et donc, dès lors qu'ils meurent, ce sont en général de grosses pièces qui tombent. Et les chênes, moi j'en vois qui sont dangereux, des chênes verts, je vois beaucoup d'arbres qui meurent et qui sont dangereux, oui, en bord de route souvent. Est-ce que, bon, il y a l'autre phénomène, l'agriculture. Donc, par exemple, dans la plaine de Montguillot, il y a des pommiers hyper arrosés, donc ils doivent produire. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de produire des pommes dans la région de façon plus vertueuse? Ben, il faudra apprendre à... oui, de façon de gré ou de force, il faudra apprendre à utiliser l'eau. Et peut-être effectivement, une chose qui est connue, c'est qu'un arbre que vous arrosez tout le temps va, un peu comme une plante hors sol, hein, elle n'a pas besoin de beaucoup de... Si l'eau et les nutriments sont là, elle va faire un grand système aérien pour un système racinaire très peu développé. Mais dès lors que vous lui coupez les vivres, elle meurt quasiment dans l'instant, quoi. À l'inverse, les arbres du désert ont des tout petits systèmes racinaires, de tout petits systèmes aériens avec des très gros systèmes racinaires, et eux vont chercher très profond. Alors il faudra trouver l'équilibre entre la plante de serre, ou de plein découvert, mais très soutenu à bout de bras, et ce plant du désert qui produit très peu, mais qui est quasiment invulnérable. Il faudra trouver le juste milieu entre résilience, résistante au sec, et productivité. Et c'est un thème qu'il faudra un jour défendre dans nos secteurs de recherche. Mais ils sont déjà, les gens prennent conscience de ce changement à venir. Est-ce que vous avez un conseil pour conduire son jardin aujourd'hui, pour les néo-urbains, enfin les urbains ne pas être dans les pressé. environs? Ne pas être pressé, c'est-à-dire... je sais qu'actuellement, dans les parcs, le problème de notre société, c'est que les gens veulent tout de suite. Mmh. Et en voulant quelque chose tout de suite, on met l'arbre en difficulté et il nous met en danger. De toute façon, déjà, on met l'arbre en difficulté parce qu'il va subir, parfois même on aura fait une dépense et il va mourir, ou bien il va être dangereux. Il va dépérir, il ne va pas faire, alors ça va tenir les premières années, et puis après, les choses, c'est-à-dire plus on plante gros et plus c'est difficile. Plus on plante un arbre petit, et plus il sera sécu pour nous et pour le machin. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, ne pas être trop pressé. Vous êtes consulté par l'écologie politique? Non, pas moi, mais je pense que des collègues, oui. Moi, j'ai disparu en étant en Guyane, oui, j'étais plutôt sous les radars. Quel rôle va jouer le bois dans le monde qui se profile là? Est-ce que le bois est appelé à se substituer au béton, énergivore, et qui consomme de grosses masses de CO2? Il faudrait d'ailleurs, si il y a un laboratoire à Montpellier qui travaille sur la question du bois, c'est de sacrés spécialistes, et à l'université de Montpellier, qu'effectivement, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on est capable de faire des ouvrages d'art en bois qui durent très longtemps. On peut faire des maisons en bois. Dommage qu'elles soient si chères encore. Il faudrait que ce soit un peu moins cher, que les gens puissent... C'est souvent plus cher, c'est vrai. Mais l'avenir est au bois et on peut faire énormément de... Il y a tellement de diversité de bois que chaque bois a sa fonction dans une maison. D'accord. Est-ce qu'on parle de l'utilisation massive d'un bois qui s'appelle l'okoumé, qui vient du Gabon? Vous connaissez? Oui, je le connais. Donc c'est des espèces prometteuses. Voilà. C'est un arbre très particulier. Voilà, qui de belle qualité. Et qui est rapide pour le repeuplement en fait. On en fait beaucoup, je sais qu'on en fait beaucoup de contreplaqués. Oui. Des contreplaqués où l'on okoumé un aspect très rose clair. Je le vois, oui.
Alors c'est une forte valeur ajoutée dès lors qu'on en fait des contreplaqués. Je ne sais pas s'il est utilisé en massif, mais je pense qu'il est surtout utilisé en plaquage. Et du coup, là, il y a une forte valeur ajoutée, parce qu'un mètre cube produit beaucoup de surface. Et le développement durable, c'est pas délicat pour l'économie forestière? Le développement durable, est-ce que c'est pas délicat? Je pense que vous parlez, est-ce que développement durable, ce serait de faire des plantations... Non, est-ce que faire beaucoup de plantations forestières, couper Ben, des c'est arbres? toujours pareil, hein. Je pense que un remède peut devenir nocif dès lors qu'on en fait usage sans mesure. Par exemple, on voit par exemple les plantations de palmiers à huile. Le palmier à huile, c'est un arbre fantastique. C'est un arbre, non, c'est une herbe, mais bon, il se comporte comme un arbre. Et pourtant, ça a été très destructeur, comme le cacao, ça a été très destructeur pour la forêt. Mais c'est le fait de l'homme. C'est le fait de l'homme. Voilà, à nous d'utiliser les plantations avec mesure. Et puis, de toute façon, il faudra alimenter. Il y a une très forte demande en bois, et il faudra apprendre à planter de manière durable pour produire du bois de qualité, sans pour autant aller détruire les forêts naturelles dont on a besoin. Et vous êtes intéressé là dans votre station expérimentale à l'espèce qui s'appelle Wama Kwali, c'est ça? Wanakwali, oui. Wanakwali. Oui. Croissance rapide et un bois de qualité. Un bois de plaquage. Voilà. Un bois, il faut savoir qu'en dans les années 60, toute cette famille-là, la famille des Vauquisiacées, il y avait énormément de bois qui venaient de Guyane. Il y avait plusieurs espèces de cette famille, la famille des Kwali, qui étaient utilisées en tranchage et déroulage. Un bois de forte valeur ajoutée. C'est tombé en désuétude parce que d'autres bois ont fait leur apparition, de la même manière que des bois africains qui avaient commencé à être plantés, comme le Nyangon. Et on s'en est désintéressé parce que le teck est arrivé sur le marché, le teck de plantation. Et on est passé, oui. Alors qu'il vaudrait mieux planter de tout et garder cette diversité parce que chaque bois a son avantage et ses défauts. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que le climat montpelliérain se tropicalise? Il devient, oui, il est en train de le changer, mais en fait, il devient de plus en plus imprévisible. Instable. Alors, par exemple... Il y a ces remontées marines qui oui. n'existaient pas avant. C'est-à-dire que vous avez une brume qui monte sur une 10-15 km, qui ne va pas plus loin, mais voilà, il fait très humide. Avant, j'ai pas souvenir dans ma jeunesse d'avoir et ça arrive très souvent. Mais maintenant, vous allez en plein été sur le bord de la mer, il fait 20 degrés. Il fait frais. Il fait 20 degrés. Ouais. Moi qui suis tropicalisé, là, il fait froid. Je trouve, j'ai frais. À 20 degrés, pourtant, on devrait être bien. Bon, moi j'ai frais, c'est particulier. Mais je vois par exemple que cette année, en février, les arbres étaient déjà en train de se réveiller. Et il y a eu ce gel en mai qui a raboté toutes les nouvelles pousses. Alors, je sais que maintenant, l'arboriculture va s'orienter vers si ça continue, vers des variétés beaucoup plus tardives, alors qu'avant, on allait dans l'autre sens. Que pensez-vous des Chinois là, qui achètent les grumes et nous renvoient les parquets au niveau de cette filière du bois là, qui devient un peu... Et c'est dommage parce que... Qui devient incroyable, on ne peut plus trouver de bois en France. Oui, parce qu'il y a cette forte demande. Il y a une flambée des prix. Alors qu'il y a un savoir-faire en France, il y avait un savoir-faire notamment, moi j'ai visité quand je travaillais sur le hêtre et qu'il y avait des groupes de réflexion, j'ai visité des scieries dans l'Est, il y avait un savoir-faire fantastique, où ils tranchaient du hêtre et d'autres arbres. Et c'est quand même dommage d'avoir à vendre notre matière première qui finalement est bien moins chère que la valeur ajoutée de matériaux transformés. Mais ça c'est dans tous les domaines. Quasiment il faut garder notre savoir-faire, surtout dans la forêt.
on a un très gros savoir-faire en France en termes de gestion forestière et d'utilisation de D'accord. transformation des bois. On termine par la question chapeau. Allez, Choisissez. mon Dieu. La coutume naissante de planter des arbres, des mairies successives, n'est-elle pas un cache-sexe à l'hyperbétonisation? Tout petit cache-sexe alors. Pourquoi un petit cache-sexe? Mais parce qu'on voit bien quand même que malgré la plantation, on a quand même une bétonisation qui progresse. Et on voit peu de gros arbres, en tout cas, à chaque fois qu'il y a un grand arbre, le jour où il vieillit, il mettra du temps à... Pas de pitié, quoi. Ouais, ça a l'air compliqué de garder les arbres, hein. Moi, je viens de mairies où il vaut mieux les couper parce que ça coûte trop cher pour l'entretien à ramasser les feuilles. Ouais, et ça, ouais, c'est terrible, alors qu'on est si bien sous les arbres. Dans une ville avec des arbres, c'est fantastique. Et souvent, oui, les entretiens des rues, toute cette masse foliaire à ramasser souvent devient un obstacle visiblement pour le financement des mairies. Alors on préfère souvent les supprimer, et je vois des endroits où, pas forcément en métropole, mais ailleurs où les arbres disparaissent, quoi, et c'est vraiment un dommage. Donc, comme disait Maxime Le Forestier, c'est dur d'être un arbre entre béton et bitume. Oui, alors qu'il y a plein de gens qui... Oui, je pense que les gens sont prêts à... Enfin, je m'engage, mais moi je serais prêt à payer un peu plus d'impôts, ne serait-ce que pour avoir Vous serez prêt plus qu'il faut, Vous quoi. serez prêt à ramasser les feuilles dans votre rue? Ah oui, ça, oui, parce que j'aime les arbres, mais peut-être qu'il y a des gens, ça les ferait suer. Mais oui, pourquoi pas, à un moment donné, s'il n'y a plus les moyens. Ce serait dommage, quand même. Avec les impôts qui nous prennent. Hein. Voilà, j'espère quand même que notre contribution, les contributions de tout le monde permettra de faire vivre plus les arbres dans la ville. Eh bien, très bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.